Bienvenue à l'atelier des métiers de l'électricité. Dans cet atelier, on va présenter les participants d'abord, qui vont nous présenter les métiers, les formations dispensées à l'EFP, les stages. Ensuite, vous pourrez poser toutes vos questions et vous pouvez les poser dès lors dans notre chat. Donc, vous les posez par écrit et c'est Alain qui nous les rapportera à la fin de l'atelier. On fera tout pour y répondre au maximum. Et si jamais on ne répond pas aujourd'hui, vous pourrez les poser directement au pôle construction, on vous donnera le contact. Et surtout, vous pouvez venir dimanche 15 mai à la journée en présentiel pour participer à des ateliers en vrai de vrai. Alors, les invités aujourd'hui, nous avons d'abord les formateurs de l'EFP, Abdelmajid Baouch, qui va présenter le métier de domotique et smart home. Merci beaucoup d'être là. Ensuite, on a Jalal Essali, qui est formateur, installateur électricien et qui nous présentera le métier. Au niveau du personnel de l'EFP, SFPME, on a Valérie Vandenberg, qui est responsable du pôle construction. Merci beaucoup. Puis Nathalie Pactas, qui est déléguée à la tutelle au SFPME, merci d'être là. Et on a Alain Appers qui va animer le chat. Et puis moi-même, Raphaël Galmiche, qui anime cet atelier. Alors, nous allons commencer par le métier de conseiller domotique et smart home. C'est donc Majid qui va commencer. Bonjour Majid. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce métier? Alors effectivement, donc voilà, je me présente, donc c'est Monsieur Baouch, donc évidemment formateur à l'EFP depuis pas mal d'années maintenant. Maintenant, je suis patron d'une entreprise donc qui est spécialisée exactement tout ce qui est éclairage informatisé et tout ce qui est installation des caméras de surveillance et d'alarme et d'incendie. En ce qui concerne donc le métier de conseiller domotique et smart home, il faut dire que c'est un métier qui relève de tout ce qui est spécialité en construction et industrie. Cette fonction donc, est dédiée exactement à tous les types de bâtiments, donc soit résidentiel ou tertiaire. C'est ce qu'on appelle tertiaire, ça veut dire tout ce qui est hôtel par exemple, ou tout ce qui est bâtiment presque industriel, et industriel aussi. Donc le métier en lui-même, en fait, de conseiller domotique, il est là la personne pour concevoir des systèmes de gestion intelligents et automatisés. Ça veut dire, on est là pour, pas dans une installation, il faut dire que c'est un métier quand même complètement différent de tout ce qui est électrique tout court. Là, il s'agit vraiment de programmer des tâches automatisées pour les clients. Ça veut dire qu'on est là dans la gestion de tous les appareils qui peuvent exister au sein d'un bâtiment. Quand je dis bâtiment, ça peut être un bâtiment résidentiel classique, comme ça peut être des tertiaires, comme ça peut être industriel. Donc, ça faire parler et faire communiquer au maximum tous les appareils qui peuvent exister dans ces bâtiments-là. Donc, évidemment, ça demande pas mal de compétences, de point de vue climatisation, chauffage, ventilation, production frigorifique, éclairage, etc. Tout ça, c'est des compétences qui sont hyper intéressantes. Et donc, l'idée, c'est faire communiquer tous ces appareils-là au sein des bâtiments, dont l'objectif, évidemment, d'optimiser ces équipements techniques et puis d'optimiser aussi les consommations énergétiques, parce que quand on sait maintenant la question énergétique qui se pose de plus en plus, il faut dire, je donne un exemple simple, quand vous laissez un éclairage allumé actuellement, c'est voilà, un exemple banal, l'éclairage va rester allumé avec un interrupteur classique, tandis que là, on essaie de dire, dès qu'il s'agit d'une absence d'une personne, il n'y a plus personne dans la maison, on peut éteindre l'ensemble de l'éclairage du bâtiment. Je peux donner un exemple encore plus concret concernant le chauffage. Quand on sait que la question énergétique, surtout le chauffage maintenant, ça coûte de plus en plus cher. Actuellement, une sonde ou bien un thermostat, on va dire, qui est installé au sein d'un bâtiment, ça veut dire au sein d'une maison, si ce thermostat est installé au sein du salon, hélas, c'est ce thermostat-là qui va commander l'ensemble de tout le chauffage qui existe dans la maison. Autrement dit, c'est-à-dire si vous allumez dans votre salon, par exemple, hélas, si maintenant la vanne thermostatique de votre chambre est allumée, ça va allumer aussi, envoyer le chauffage dans tout le bâtiment. Ce qui n'est pas l'objectif. Alors, ici, l'idée, c'est de dire, je vais allumer
telle chose et telle chose qu'en fonction des besoins. Et donc, ça demande évidemment. Demander à l'être humain, effectivement, de faire ça, c'est tâche très compliquée. Quand on sait que, surtout si on a des enfants, etc., ben, la tâche devient beaucoup plus compliquée. D'où l'idée, c'est de mettre des appareils électriques et des appareils surtout électroniques, mais qui sont programmables, en fait. Donc, ça veut dire, c'est ça que ça situe le métier. Je vais rentrer dans une sorte de programmation en face de certains appareils que je vais programmer en fonction des besoins des clients, de quoi il a besoin exactement. Voilà, ça, c'est le côté du métier. Le métier en lui-même, il a plusieurs synonymes. Hein. Donc, on peut parler de conseiller domotique, smart home. Quand on dit smart home, c'est effectivement, son nom le dit, smart, c'est vraiment intelligent. C'est des bâtiments très intelligents. Le conseiller s'appelle soit domoticien IoT. Ce qu'on appelle les IoT, par exemple, ce sont des Internet of Things en anglais. C'est que simplement, ce sont des objets connectés. De plus en plus, maintenant, on utilise ce qu'on appelle des objets connectés. La personne aussi, enfin, le diplômé, par exemple, ici, on l'appellera aussi technicien automaticien parce qu'en fait, il va programmer pas mal de machines qui vont rendre des tâches très automatisées. Technicien en domotique, donc voilà, il a plusieurs synonymes. Voilà, ça, c'est la tâche la plus importante, je dirais, d'un conseiller domotique au sein d'un bâtiment. Ben, évidemment, l'idée, encore une fois, c'est vraiment réduire toute la question énergétique qui devient de plus en plus chère. Très bien. Et du coup, tu nous parles de la mission. Est-ce que tu peux nous dire, une journée type, à quoi ça ressemble? Alors, il faut dire qu'en fait, le conseiller domotique, il va passer plusieurs étapes. Donc, ça veut dire d'abord, la première des choses, c'est son contact avec la clientèle. Et donc, c'est écouter quelque part toutes les questions posées par la clientèle, ses attentes exactement. Et puis, une fois que cette capacité d'écoute, qui est très importante d'écouter le client et ses désirs exactement, là, le rôle, c'est passer à l'étape suivante et passer à tous les conseils que je peux, évidemment, tout ce qui est éclairage, tout ce qui est évidemment chauffage et toutes ces questions-là, ben, essayer de porter un conseil beaucoup plus constructif pour les clients. Et puis, la deuxième des choses, une fois qu'on a évidemment écouté le client, ben, passera évidemment après à évaluer tout l'aspect technique. Ça veut dire, mais finalement, une fois que j'ai écouté le client, ben, de quoi il aura besoin pour réaliser tout ça. Donc, ça, évidemment, là, ça devient beaucoup plus technique pour lui. Et puis, évaluer les coûts. Parce que le client, quand même, après tout, il faut aussi l'écouter, dire, voilà, tel budget, mais il faut le respecter. En fonction du budget, ben, on peut faire, ça peut être assez évolutif. Hein, l'avantage exactement de tout ce qui est domotique, c'est vraiment, ce sont des installations qui sont très évolutives. Ça veut dire, je fais une partie, par exemple, là, si jamais le budget, il faut écouter bien le client et il faut savoir leur budget. Et évidemment, je peux faire progresser le client. Je dis, ben voilà, on fait telle partie qui est très importante cette année-là, et donc ça sera productif déjà concernant l'énergie, la première partie. On peut évidemment progresser au fur et à mesure. Donc, la domotique, c'est très évolutif. On peut, une fois qu'on a fait passer tout le câblage au début et tout, rien n'empêche, en fait, les années à venir, on peut progresser tout ce qui est les appareils qu'on peut programmer. Donc, à part évidemment la partie coût qu'il faut serrer, il faut faire la réalisation et l'exécution des travaux après. Donc, il faut passer à l'exécution des travaux et puis les suivis techniques et la réalisation, parce qu'après tout, il faut quand même câbler tous ces éléments-là et les programmer. Ça, c'est une tâche en général qui est très, très importante pour le conseiller domotique. Et puis après, la mise en service de l'installation et la vérification en respectant évidemment toutes les normes qu'on appelle évidemment la RGE, ça veut dire la réglementation générale des installations électriques. Donc voilà, ça c'est la journée type pour un conseiller domotique. Qui est une grosse journée. Oui. Est-ce que tu peux nous dire, quels sont les avantages, et les contraintes, de ce métier? Alors, le conseiller domotique, en fait, il faut dire, donc, il exerce le métier en général, il peut l'exercer seul, ou bien il peut l'exercer aussi en travaillant avec une équipe exerçant les mêmes métiers. Hein. Je donne un exemple, on travaille avec des architectes, on travaille avec des bureaux d'études. L'avantage, c'est que vous êtes dans un métier très évolutif et très technique. Donc, évidemment, ça permet d'évoluer au fur et à mesure, parce qu'évidemment, on ne connaît pas tous les techniques, et les techniques avancent au fur et à mesure. L'avantage, c'est vraiment très évolutif et vous pouvez évidemment faire plein de formations, évoluer dans votre métier. Franchement, c'est ce métier, je pense qu'il est très électronique, très technique, et donc ça permet aux gens d'évoluer énormément en fonction évidemment de leur investissement. Ça aussi, il faut le dire. L'inconvénient, comme je dirais, vraiment majeur de ce métier, c'est surtout les déplacements. Je dirais c'est vraiment le déplacement parce on est censé parfois aller sur des chantiers qui sont parfois très loin.
en fonction des tracas que ça a été posé pour les clients, parce que je vous donne un exemple, hein, si par exemple vous avez programmé pour les clients une tâche automatisée, genre par exemple que les volets, ils aiment bien par exemple les gens, que les volets descendent automatiquement, par exemple tous les soirs à partir de telle heure et en fonction, est-ce qu'il fait noir, est-ce qu'il fait jour, je vais programmer ça pour les clients. Vous savez, parfois, voilà, il y a des soucis techniques, genre le volet n'est pas descendu, des choses comme ça. Ben, je serai obligé d'aller auprès des clients pour lui prendre. Ceci étant dit, c'est faisable aussi, évidemment, à distance. Et il y a des moyens, évidemment, de procéder et, évidemment, rectifier à ce genre de choses à distance. Il faut d'abord le faire à distance, en général. Et si vraiment ce n'est pas le cas, ben, malheureusement, le déplacement, là, il s'impose. Donc ça, c'est vraiment l'inconvénient majeur du métier. Très bien. Est-ce que ça embauche? Est-ce qu'il y a des débouchés? C'est quoi l'avenir de ce métier? Tu nous as dit que c'était très évolutif. Est-ce qu'il y a du travail? Alors, l'activité de cet emploi, donc vraiment au sein énormément du bureau d'études. Vraiment, la majorité des gens, c'est vraiment du bureau d'études. Donc, quand je prends l'exemple des gens qui viennent se former ici à l'EFPE, en général, c'est avec un objectif, c'est vraiment de dire, tiens, j'aimerais bien m'installer en tant qu'indépendant et finalement, voilà, travailler en bureau d'études moi-même. Ceci étant dit, il y a des bureaux d'études qui engagent ces programmeurs-là pour effectivement travailler au sein d'une grande entreprise avec d'autres conseillers aussi, et chacun il prend une partie du projet. Je prendrai par exemple l'exemple d'un système qui est très connu mondialement, qui est ce qu'on appelle le système KNX. Ben là, quand vous allez faire par exemple quelque chose de tertiaire ou industriel, ben vous imaginez bien, vous n'êtes pas seul, vous travaillez avec une équipe, mais chaque personne ou une équipe, il prend une partie du projet pour arriver au bout de ce projet. Donc, il y a évidemment les bureaux d'études, ben, il y a aussi les architectes, vous pouvez travailler avec des architectes, des entreprises énormes qui travaillent dans ce sens-là, il y en a pas. Mais il faut dire aussi que c'est un métier qui est nouveau, dans le sens, ça prend un peu plus de temps maintenant, il est en train, et surtout que maintenant, certaines régions, certaines communes commencent aussi à donner des primes, donc ça encourage un peu les gens, ça veut dire les résidentiels, de commencer à dire, tiens, ça vaut la peine d'investir dans ce domaine-là, et par conséquent, je pense que de point de vue boulot, vraiment, il y en a, mais il y en aura de plus en plus dans le futur. Ça c'est clair. Merci beaucoup pour cet enthousiasme sur le métier. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat par écrit et on essaiera d'y répondre à la fin. Je passe à la slide suivante et nous allons parler du coup de la formation et de la pratique en entreprise du métier conseiller domotique et smart home. Et c'est Valérie et Nathalie qui vont nous parler de ça. Nathalie, je prends la parole peut-être? Vas-y. Voilà. Donc, pour la formation conseiller domotique et smart home, donc c'est une formation qui se déroule sur 1 an. Les conditions d'admission pour pouvoir accéder à la formation sont le CESI, donc l'enseignement secondaire inférieur, ou le CE2D, donc le 2e degré de l'enseignement secondaire. Il y a également, je pense, la possibilité de présenter un dossier d'admission pour pouvoir y accéder à la formation, Nathalie, si je ne me trompe pas. Au niveau des diplômes, donc à la fin de la formation, vous obtenez un diplôme de coordination et d'encadrement. Et la pratique en entreprise n'est pas obligatoire, mais elle est vivement conseillée. Nathalie, tu veux compléter, apporter d'autres infos? Voilà, du fait que effectivement la pratique n'étant pas obligatoire mais conseillée, en tout cas si quelqu'un souhaite faire une convention de stage, eh bien la convention de stage donc sera de 1 année et donc ce sera un stage rémunéré de 38 heures semaine, heures de cours compris. Voilà. Alors, je dois avouer que pour ce métier, effectivement, le stage doit plus être orienté vers un bureau d'études, comme monsieur vient de dire. Donc, et malheureusement, voilà, nous n'avons pas énormément d'offres de stage à proposer, mais si un candidat effectivement a la possibilité de faire un stage rémunéré, nous sommes toujours preneurs pour effectivement collaborer avec ce type d'entreprise. Ok, d'accord. Merci beaucoup Nathalie. On va passer au métier d'installateur électricien résidentiel et c'est Jalal Essali qui va nous présenter le métier. Bonjour Jalal.
Bonjour, bonjour à tous. Merci, Voilà. merci beaucoup de t'être rendu disponible. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ce métier? Voilà, donc tout d'abord, moi je suis Jalal Sali, formateur à l'EFP depuis 2017. Je suis ingénieur de formation, ingénieur d'études en électricité, responsable de projet. Le métier de l'électricité d'un installateur, le nom le dit bien, c'est d'installer, donc de faire des installations. Mais avant d'installer, il faut savoir, il faut maîtriser ce qu'on installe. Parce qu'une installation électrique, il doit correspondre, il doit répondre à certaines normes, à certaines exigences qui sont imposées par ce qu'on appelle le RGE, le Règlement général sur les installations électriques. Donc, dans notre formation, il y a un module de RGE qui fait partie de la formation. Donc, qu'est-ce qu'on explique dans ce module? Les contraintes, les réglementations auxquelles l'installation doit correspondre. Parce que surtout dans les résidentiels, le client est un citoyen lambda, ne maîtrise pas les risques, ne connaît pas les risques. Donc, en tant qu'installateur, on doit être l'expert, on doit être le conseiller pour que son installation soit conforme et ne comporte aucun risque. En parallèle à cette partie RGE, il y a la détection incendie qui est devenue obligatoire aussi dans toutes les installations électriques. Donc, on explique en quoi ça consiste, comment on la dimensionne, comment on l'installe. Il y a tout ce qui est câble électrique, tout ce qui est protection électrique, tout ce qui est tableau. Donc, tout ça, on parcourt toute cette partie, on explique comment on dimensionne les points d'attention, etc. Parallèle à ça, il y a une partie importante aussi pour le futur chef d'entreprise qui est le cahier de charge. Donc, en tant que futur chef d'entreprise, c'est soit on reçoit un cahier de charge, on doit lire pour remettre une offre, hein, donc on doit être très vigilant sur ce que les clients nous demandent et bien faire notre estimation, soit on doit faire des offres nous-mêmes en tant qu'installateur, donc on doit tenir en considération les réglementations, combien ça coûte, le temps nécessaire, etc. Donc ça, c'est la formation, le métier. Une journée type, je dirais qu'il n'y a pas de journée type, hein, parce que certes, on fait toujours la même chose, mais on le fait toujours différemment. Donc l'avantage de ce métier aussi, c'est que de l'électricité, c'est que oui, c'est orienté résidentiel, mais pas que. Parce que l'électricité, qu'on dimensionne une installation pour une piscine, pour un hôtel, pour un atelier, le RGE est le même. Donc il y a cette flexibilité. On doit toujours avoir des tableaux, avoir des câbles, mais l'environnement, il est différent. Donc il n'y a pas de routine. Il y a pas de, on ne va pas s'ennuyer, on doit toujours, on ne s'ennuie pas, il n'y a pas vraiment de journée type. L'avantage, c'est que voilà, il n'y a pas de journée type, hein, je viens de le dire juste avant. C'est un métier qui évolue. Donc, malheureusement, il y a encore des préjugés. On pense que l'électricien, c'est quelqu'un qui pose un câble et qui place une lampe. Hein, c'est pas que ça. Donc, j'ai parlé de la détection incendie. Majid, il a parlé de la domotique. Il y a aussi toute la partie gestion de réseau, les contacts qu'on a avec les gestionnaires de réseau pour avoir des raccordements, la distribution, les configurations des réseaux électriques. Donc, ce n'est pas qu'une simple lampe qu'on raccorde quelque part pour et voilà. Donc, il n'y a pas que ça. Les contraintes du métier, l'électricité, c'est un produit dangereux. Hein, donc, on doit être très vigilant à ce qu'on fait. Mais si on arrive à maîtriser le RGE, être vigilant dans ce qu'on fait, nos installations ils seront conformes parce qu'avant de, allez, quand je dis dangereux, ça je ne sais pas pour vous faire peur, mais juste pour vous dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais cas extrême, si on fait n'importe quoi, ce qu'on ne doit pas faire, rassurez-vous, on ne va pas mettre une installation électrique en service si elle n'est pas réceptionnée par l'organisme agréé. Donc, il y a toujours un organisme agréé, un organe de contrôle indépendant qui vient réceptionner notre installation. Mais notre objectif, c'est que le premier passage de cet organisme agréé soit positif. Donc, on ait notre certificat de conformité pour qu'on puisse autoriser la personne, le client, à mettre en service son installation électrique.
l'avenir, on a toujours eu besoin des électriciens, on en aura toujours besoin et de plus en plus. Tout le monde entend parler de la transition énergétique. Donc, dans le futur, surtout avec les voitures électriques qui arrivent, surtout avec l'abandon de plus en plus d'énergie fossile pour tout ce qui est, notamment tout ce qui est chauffage dans les habitations. Donc, on aura toujours besoin des électriciens dans tous les domaines. Et comme j'ai dit auparavant, il n'y a pas un secteur qui est limité. Moi, quand j'étais étudiant, on m'avait dit on a même besoin des électriciens dans une société où on fabrique du yogourt. Je disais, tiens, qu'est-ce qu'il fait un électricien dans une usine de yogourt? Ben, il y a des machines qu'il faut tourner, donc il faut un électricien qui dimensionne ces machines, qui dimensionne ces installations électriques. Donc, il y a du demande de plus en plus, et pour ceux qui suivent un peu l'actualité, je pense qu'il y a une pénurie dans ce domaine. Hein. Il y a beaucoup d'installateurs qui se plaignent parce qu'ils n'arrivent pas à trouver les électriciens. Pour des raisons un peu, ce que j'ai cité avant, c'est que c'est un métier qui est mal vendu ou mal commercialisé, alors que c'est un métier très attractif. Moi, ça fait presque 20 ans que je suis dans le métier et je n'ai rarement fait la même chose depuis 20 ans, quoi. Très bien. Voilà. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience et merci de former nos apprenants. On retient qu'on aura toujours besoin d'électriciens et qu'il y a du travail. Alors, est-ce que Valérie et Nathalie, vous pouvez nous parler de la formation et de la pratique en entreprise du métier d'installateur électricien résidentiel, s'il vous plaît? Oui, donc la formation d'installateur électricien résidentiel, c'est une formation d'une durée de 3 ans. Les conditions d'admission sont identiques au Smart Home Domotique, hein, donc c'est le CESI ou le CE2D. Alors, par contre, le diplôme que vous obtenez à la fin de la formation, c'est un diplôme de chef d'entreprise en installateur électricien résidentiel. Et contrairement à l'autre métier, la pratique en entreprise est obligatoire. Alors, en électricité, on a pas mal de classes et on a un petit peu tous les horaires de disponibles. Donc, il y a des cours qui sont organisés en journée, il y a des cours qui sont organisés sur les après-midi, les soirées, et il y a des cours uniquement en soirée. Donc, c'est très facile de pouvoir trouver un horaire qui vous correspond pour pouvoir suivre la formation. Nathalie, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Je vais parler des stages, hein, si tu as terminé avec tout ce qui est admission. Donc, petit rappel, il y a quand même 2 filières. Hein. Il y a la filière apprentissage et la filière chef d'entreprise. Donc, que ce soit pour l'une ou pour l'autre, donc le stage est obligatoire pour la formation et il est de 3 ans. Donc, pour tout le long de la formation, ce sont des stages rémunérés qui sont progressifs en fonction de l'année où vous trouvez. Hein. Donc, première, deuxième ou troisième année, le stage évolue. Donc, ce sont des conventions de stage de 38 heures semaine, heures de cours compris. Donc, généralement, vous allez faire entre 3 et 4 jours en entreprise, selon que vous êtes en apprentissage ou en chef d'entreprise. Et quand il n'y a pas cours, donc c'est 5 jours même en entreprise. Donc, lorsque le centre de cours ferme pendant les congés scolaires, eh bien, le stagiaire ou l'apprenti donc doit faire ces 5 jours chez le patron. Alors, au niveau du patron, ben, moi, je dispose de listes. Hein, donc, généralement, l'offre et la demande, elle est très équilibrée pour ce métier. Donc, en principe, vous ne devriez pas avoir trop de difficultés à trouver un patron qui souhaite vous former pour le métier. Et donc, cette liste, donc, j'en dispose. Et donc, quand je vous rencontre, je vous remets toujours une liste et une demande de convention de stage ou une demande de rendez-vous pour signer le contrat. Alors, au niveau... voilà, vous avez droit à 20 jours de congé par année de formation, hein, principalement pour les stagiaires. Les apprentis ils ont un peu plus, mais les stagiaires, en tout cas, c'est 20 années par année de formation. Et alors, donc, je disais que c'était rémunéré et sachez que vous maintenez le droit aux allocations familiales malgré que le stage est rémunéré, sauf pour les dernières années en chef d'entreprise puisqu'on atteint déjà un montant de 965 €. Et donc, à ce moment-là, le droit aux allocations familiales, alors, n'est plus attribué. Voilà, je pense qu'il est mieux peut-être que je réponde aux questions s'il y en a. Je pense que j'ai fait le tour, mais s'il y a des questions plus pointues, n'hésitez pas. Okay, juste un point que je voudrais rajouter, c'est bien que la photo que vous avez mise ici, c'est que ce n'est pas un métier qui est dédié juste aux hommes.
Donc, c'est un métier qui est, je veux dire qu'il y a de plus en plus de femmes, on va dire, qui sont dans le métier. Et physiquement parlant, c'est pas un métier qui, oui, parfois pour le tirage de câbles, mais c'est pas un métier qui nécessite un grand effort physique. Donc, c'est un métier il y a quelques années, peut-être c'était dédié qu'aux hommes, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Donc, tout le monde est bienvenu. Merci Jalal. On peut Voilà. aussi être installatrice électricienne résidentielle. Pour la prochaine journée porte ouverte, on corrigera le titre. Très bien. Je confirme qu'il y a qu'on a quelques dames parmi nos stagiaires en formation aussi en chef d'entreprise. Il y a des hommes, des entreprises, des messieurs qui demandent d'avoir des femmes installatrices électriciennes. Parfait. Et donc juste, j'ajoute, on va parler ensuite, vous pourrez trouver toutes les informations sur le site internet de l'EFP, vous allez cliquer sur inscription, vous allez rentrer quelques données et en fait, vous allez choisir votre formation. Vous allez d'abord passer par le pôle qui vous inscrira et qui vous donnera des explications et après, vous passerez par le délégué à la tutelle. C'est comme ça que ça marche. Alors, on va passer aux questions-réponses avec le chat. Alain, est-ce que tu peux nous rapporter des questions et encore une fois, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, mais on a du temps, n'hésitez pas à les poser par notre site internet et à venir dimanche 15 mai aux journées portes ouvertes en présentiel. Alain, on t'écoute. Voilà, il n'y a pas énormément de questions, mais il y en avait justement une à laquelle j'étais en train de répondre, mais on va pouvoir parler et ce sera plus simple parce que j'avais beaucoup à dire. Alors, la question pour l'instant ça bouge. Voilà, on me demande ici, c'est Ayoub, je pense, quelle est la différence entre formation, apprentissage et chef d'entreprise? La durée, point d'interrogation. Voilà, je pense que qui va répondre à ça? Je vais prendre la Valérie, parole. Hein, ouais. donc, voilà. Donc, la différence entre la formation apprentissage et chef d'entreprise. Donc, chez nous, la formation apprentissage, on dit que c'est une formation jeune. Donc, c'est une formation qui est ouverte aux jeunes à partir de 15 ans. Et il y a un âge limite aussi pour suivre cette formation d'apprentissage qui est 23 ans. Et donc, à la fin de la formation, vous obtenez un diplôme d'apprentissage et donc, vous n'avez pas l'accès à la profession pour pouvoir vous installer en tant qu'indépendant. La formation chef d'entreprise, pour pouvoir y accéder, il faut avoir 18 ans, bien entendu. Et à la fin des 3 ans, là, à ce moment-là, vous pourrez vous installer comme indépendant puisque vous obtenez votre titre de gestion en plus de vos accès métiers. Que puis-je vous dire d'autre par rapport à la différence? Donc, c'est 3 ans tous les deux. Les cours en apprentissage se donnent uniquement en journée. Et comme je vous l'avais expliqué, les cours en chef d'entreprise, eux, peuvent être donnés en journée et également en soirée. Et les rémunérations sont différentes, bien entendu. Peut-être je rajouterai juste un point sur le contenu des deux modules. Donc, l'apprentissage, c'est plus théorique, si on veut, c'est les bases du calcul, c'est la base de l'électricité. Et chef d'entreprise, c'est vraiment l'aspect pratique des choses. Donc, on voit pratiquement c'est quoi une installation, comment on la dimensionne. Voilà. Merci beaucoup. Et juste sur le site internet, vous avez deux listes de formation. Vous avez la liste de formation en apprentissage et la liste chef d'entreprise, donc adulte. Et enfin, vous ne pouvez pas vous tromper. Alain? Alors, tout d'un coup, il y a beaucoup de questions. Du coup, il y avait Ayoub qui demandait est-ce qu'il était possible d'avoir des dispenses. Là, j'ai répondu par écrit, mais j'ai encore une autre question là-dessus. Comment se fait la demande de dispense? Donc, je réponds. Hein. Oui, voilà, donc oui. pour obtenir une dispense donc, des cours, il faut remettre effectivement un dossier. Donc, il faut savoir que pour pouvoir introduire le dossier, vous devez être préalablement inscrit à l'EFP. Donc, en règle générale, on vous inscrit en première année de formation. Et puis là, on vous demande d'introduire un dossier avec éventuellement des programmes de cours, des diplômes obtenus antérieurement, etc., qu'on transmettra au conseiller pédagogique. Et le conseiller pédagogique verra si effectivement des dispenses d'année totale ou alors des dispenses par certains modules de cours peuvent être obtenues. Est-ce qu'on a d'autres questions? Du coup, c'est bien parce qu'il y avait une sous-question qui était est-ce que c'est obligatoirement en 3 ans ou y a-t-il moyen de faire en moins?
grâce aux dispenses, on a répondu. Ça me paraît bien. Il y avait une question aussi de Mehdi qui demande quels sont les horaires de cours pour conseiller en domotique. Donc, les horaires de cours en conseiller domotique, donc c'est une formation du soir et elle est organisée le lundi et le jeudi de 18h à 21h30. Magid, je pense que je ne me suis pas trompée. Non, tout à fait. C'est bien lundi soir et jeudi soir, 18h jusqu'à 21h30, effectivement. Tout à fait. Voilà. Alors, je me permets simplement de rajouter concernant les détails techniques pour nos futurs auditeurs et auditrices, c'est que simplement, donc la formation, je pense, soit en électricité, soit en conseil domotique, en général, vous avez toujours évidemment plusieurs modules et donc chaque module, vous devez le réussir avec une partie, ce qu'on appelle travail journalier et une partie examen. Donc, c'est chaque module, vous avez pas mal de choses à faire, cours, etc., et des travaux dirigés et des pratiques aussi. Mais ça se passe aussi, donc on vous évalue concernant les travaux journaliers, et puis vous avez aussi le côté examen. Et une fois qu'on a globalisé le module, on additionne tout le TJ et l'examen, ça fait votre code final, et vous devez avoir, en fait, grosso modo, donc 50% pour réussir ce premier module. L'ensemble des modules sont plus ou moins, je dirais, indépendants, même si ils sont évidemment très liés. Si je prends l'électricité en général, c'est 8 modules que vous devez réussir. Et puis, en même temps, la même chose, en fait, conseiller domotique, vous avez aussi 8 modules. Les gens qui sont intéressés de savoir plus de détails techniques là-dessus, donc le porte ouverte, je serai présent avec des démonstrations évidemment. Donc, je ramènerai du matériel pour les gens qui sont intéressés de voir à quoi ça ressemble exactement tout ce qui est domotique et comment on programme ce genre de choses. Et en même temps, j'aurai une liste évidemment de tout le référentiel, exactement quel est le parcours de toute l'année, qu'est-ce que vous allez voir comme matière, etc. Comment ça se passe l'année, grosso modo, en élec ou bien en domotique. Voilà, ça, je pense qu'on peut répondre en présentiel, c'est aussi beaucoup plus pratique pour les gens. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Une petite question encore, qui est même très intéressante. Donc, on demande ici, quand on travaille actuellement et qu'on veut faire une réorientation professionnelle, comment cela se passe-t-il car les stages sont obligatoires? Là, je pense qu'il y a Valérie et Nathalie qui vont pouvoir répondre. Oui, donc je prends d'abord la parole. Nathalie, tu compléteras s'il y a besoin de compléter. Donc, on a énormément de personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui viennent suivre des cours à l'EFP. Donc, très simple, évidemment, quand il y a des cours du soir, puisque vous pouvez continuer effectivement à travailler et suivre la formation en soirée. Et pour toutes ces personnes qui sont en reconversion professionnelle, on leur propose une convention de stage non rémunérée de 250 heures. Donc, c'est le minimum nécessaire pour pouvoir être en ordre et pour pouvoir présenter les examens de fin d'année. Donc, ce serait une convention donc, dans une entreprise d'électricité ou autre, et vous devrez faire 250 heures pour être en ordre et pour pouvoir avoir quand même une pratique minimum suffisante pour réaliser vos examens. Alors, je me permettrai simplement en fait, de compléter ce que Valérie vient de dire. C'est hyper important, évidemment, 250 heures de stage, mais dites-vous quand même, donc vous êtes quand même en alternance, et c'est hyper important de faire quand même, d'être beaucoup plus sur le terrain, comme aussi suivre les cours. Ça veut dire, si je vous donne un exemple type de tous les personnes qui sont passées chez nous, qui se sont installées comme indépendants, et dont on est d'ailleurs très fiers de les voir ainsi, il faut se dire que ce sont des gens qui étant très réguliers dans leurs cours, comme ils étaient réguliers sur le terrain. L'alternance, c'est ce qui fait vraiment votre formation solide. J'avais une petite question à te poser, Magid. Oui. Pas une question qui a été posée dans le chat, mais qui peut peut-être intéresser les personnes qui suivent l'e-tour, l'atelier. Est-ce que c'est un plus d'avoir des notions en électricité pour suivre la formation Smart Home Domotique ou pas forcément? Non, alors exactement, donc c'est pour cette raison en fait on a dans le référentiel, donc on a tout un module qu'il faut vraiment remédier à cette lacune, parce qu'on sait évidemment quand les gens qui viennent s'inscrire en conseil domotique, en général ce sont soit des électroniciens, des informaticiens ou des gens qui n'ont jamais touché même à l'élec, qui viennent d'un autre milieu. On porte rassurance dans ce sens-là, et donc on a tout un module dans lequel on remédie par rapport à cette grosse lacune, et il y a même donc une partie pratique pour vraiment poser les gens à l'aise dans ce sens-là, parce que c'est hyper important. Vous allez toucher à des modules qui sont domotiques qu'il faut programmer, mais il y a tout un côté élec aussi qui est là, qu'il faut savoir raccorder les appareils, comment ça se passe, etc. Et dans la norme, évidemment, en respectant la norme de RGIE. Donc ça, il n'y a aucun souci. Merci pour cette question Magid. pertinente.
Alain, il y a d'autres questions? Oui, mais je peux répondre en chat parce que c'est une question très simple. Est-ce que c'est bien 250 heures minimum à répartir sur l'année? Là, je peux peut-être même répondre que oui. Voilà. Réponds alors. Eh bien, c'est oui. Très bien. Si on a répondu à toutes les questions, tant mieux. Sinon, n'hésitez pas à les poser sur le site internet de l'EFP ou alors, encore mieux, en présentiel dimanche 15 mai, où il y aura les formateurs et le personnel de l'EFP SFPME qui pourront répondre à vos questions en vrai de vrai. Au niveau des inscriptions, il suffit d'aller sur le site internet de l'EFP. Vous avez des listes d'entreprises, des listes de formation en apprentissage pour les jeunes ou pour adultes. C'est très intuitif et facile, donc n'hésitez pas à y aller. Refaisons un peu de promo pour ce dimanche 15 mai. N'hésitez pas à venir. Il me reste à remercier tous les participantes et participants de cet atelier. Merci beaucoup Majid et Jalal d'avoir partagé votre expérience et de former nos apprenants. Merci Valérie, Nathalie et Alain pour votre investissement. Et merci aux participants d'avoir assisté à cet atelier. Je vais lancer un petit sondage si j'arrive à le faire. Et puis, vous pouvez y répondre et nous quitter.